Vladimir Poutine ne continue bel et bien de frapper malgré les négociations, Pierre de Jong. Le problème, c'est qu'on se trompe on imagine un scénario qui n'existe pas. Les Américains, ils sont entre 1914 et 1917 ou en 1939. Ils sont rentrés en guerre en 17 et la Deuxième Guerre mondiale, ils sont rentrés en guerre en 41. Et en fait, on a cherché à les faire rentrer. Aujourd'hui, Trump, c'est exactement ça. Il n'a pas du tout l'intention de rentrer dans cette guerre européenne. Il a dit à différentes reprises. Donc nous, on imagine qu'on a un Américain comme en 45, un peu dominant. Pas du tout. Ça l'intéresse pas. C'est pas son sujet. C'est le premier point. Ça, Poutine l'a parfaitement compris. C'est pour ça que c'est désespérant ce qui se passe. Parce qu'effectivement, là, les Russes vont répliquer, on va dire, les Ukrainiens ont tiré sur toutes des installations, électriques, les centrales, etc., etc. Bon, c'est la guerre as usual, comme on dit à Washington. Le problème, c'est qu'en fait, c'est désespérant parce que rien se passe, vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je vous promets quelque chose, je vais me faire devin. Il va rien se passer. Pendant des mois et des mois. On va l'assister à ça. Trump va dire on va essayer de faire ça. Poutine, c'est pas son problème. Il a un problème avec l'Ouest, il nous voit nous agiter, etc. Les Européens vont essayer de se durcir, vont essayer de faire quelque chose, il va rien se passer. Donc le malheur de tout ça, c'est qu'en fait, on a une situation, on a le scotch ukrainien qui a accroché la chaussure de Trump. Trump essaie de s'en débarrasser, et nous on dit mais t'as un scotch, et il se passe rien. C'est dramatique. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens se battent depuis 3 ans et demi, dans des conditions absolument incroyables. Les Européens sont pas réellement présents, même si on finance tout ça, et malheureusement c'est eux qui sont au casse-pipe. Malheureusement ces images on va les voir et on pensait il y a encore quelques mois que ça s'arrêterait. Vous voyez, dans mon inconscient je me disais dans quelques mois ça va s'arrêter, Trump va arriver, il va se passer rien du tout. C'est pire qu'avant. En fait, cette guerre monte en puissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle stabilise le pouvoir russe et puis ils sont capables de faire la guerre un certain temps. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, si militairement ils sont capables de continuer, si économiquement ils sont capables de le faire, si le partenaire chinois s'arrête demain matin de les aider ou les Nord-Coréens, j'en sais strictement rien. Ils sont capables de durer des années et des années. On va vers une guerre d'usure. C'est plus une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Ça va durer des années. C'est juste ma prédiction. J'espère que je me trompe. Allons directement sur le terrain, poser cette question à notre envoyé spécial Emma Barrier. C'est vrai que les Ukrainiens ont vécu encore une longue nuit de frappe cette nuit. L'attaque de la nuit dernière a duré pas moins de 9 heures. C'est d'une ampleur inédite. C'est simple, la dernière fois que Kiev a subi un tel événement, cela remonte maintenant à juillet dernier. Je vous le rappelle, il y a eu pas moins de 630 drones Shahed, missiles balistiques et missiles de croisière en tout qui se sont attaqués à la ville pendant de nombreuses heures sans répit. Alors parfois on entendait la défense antiaérienne qui parvenait à intercepter ces armes et puis d'autres fois, malheureusement on entendait ces drones et missiles qui parvenaient à toucher leurs cibles. Malheureusement parmi ces cibles, vous l'avez certainement vu, il y avait des quartiers résidentiels où vivent des civils, des habitations, et puis d'autres fois les rues touchées étaient commerciales avec des sièges d'entreprise ou des bureaux d'affaires. Il y a par exemple eu cette façade du British Council qui a été fortement endommagée par des éclats d'un missile Iskander qui a éclaté non loin d'ici, ou encore les bureaux de la délégation européenne à Kiev qui ont eux aussi été très abîmés par les explosions. En tout, je le rappelle, le bilan humain il est très élevé ici à Kiev, au moins 18 morts ce soir, dont 4 enfants. Violeta Moscalou, vous venez de nous rejoindre, vous êtes maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Vous avez entendu notre envoyé spécial Emma Barrier sur le terrain. Est-ce que les Ukrainiens s'attendent à du temps long concernant cette guerre ? Pierre de Jong parlait de guerre d'usure. Est-ce qu'on est véritablement là-dedans ? Bonsoir. Oui, je pense que les Ukrainiens, malheureusement, sont amenés à combattre cette menace russe et ce combat va durer encore très longtemps. Je pense qu'on paie aujourd'hui le coût de l'inaction. Si on avait aidé, nous, les Occidentaux, l'Ukraine mieux, plus fortement depuis 2022, je pense que surtout au moment de la contre-offensive ukrainienne, en fait, en 2022, on aurait peut-être pu, à un moment donné, faire reculer l'armée russe. Aujourd'hui, cette barbarie qui fait crever le cœur, en fait, quand on regarde, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des barbares, en fait. Donc on est là, notre civilisation européenne, notre démocratie, elle est menacée. C'est un théâtre ukrainien, mais il s'agit d'un combat civilisationnel et on a vraiment mal au cœur. Moi, je suis déchirée entre l'Est et l'Ouest. J'ai passé mes 20 premières années de ma vie dans l'Europe de l'Est. Je suis d'origine ukrainienne ou roumaine. Maintenant, ça fait depuis plus de 25 ans que je suis en France. Je regarde ce qui se passe avec ce double regard croisé. Je pense que si on n'est pas
plus rapide maintenant pour mettre plus de pression économique et surtout aider quantitativement et qualitativement mieux l'armée ukrainienne. Effectivement, comme vous disiez, cette guerre, ça va durer très très longtemps et au risque que l'armée ukrainienne s'épuise en fait. Et on est conscients tous ici, je pense, sur ce plateau, qu'on ne peut pas se permettre en fait. Moi, je ne peux pas imaginer le XXIe siècle sous la loi de la barbarie en fait. Notre continent européen, on serait dézingué et entouré des logiques prédatrices en fait et de ces régimes autoritaires qui n'ont qu'un rêve, c'est de faire détruire notre Europe qui est la terre où la démocratie existe aujourd'hui en fait. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé dans les Balkans, dans les anciens pays de l'ex-URSS. On nous regarde. Aujourd'hui, la France, on est le pays des droits de l'homme et c'est pas des paroles vaines. Et l'Europe, c'est la terre de la démocratie et c'est pas des paroles vaines, en fait. Et je pense qu'on a une responsabilité énorme par rapport à ce qu'on va se dérouler avec ces barbaries. Encore une fois, j'ai qu'un seul mot. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'histoire avec les barbares? Il a fallu les combattre, en fait. Parce que sinon, c'est eux qui viennent vous détruire. Non, je suis tout à fait d'accord et je rebondis par rapport au dernier propos d'Emma Barrier qui nous parle de ces 4 enfants morts dont je ne connais même pas les noms et honte sur moi pour cela parce qu'on voit cet enchaînement de tristes statistiques alors que ce sont des vies, des individus, je suis dans les clichés en le disant, mais qui sont sauvagement effectivement effacés les uns après les autres. Et pourquoi par cette Russie? Après, quand on dit que Vladimir Poutine ne veut pas négocier, je pense que c'est faux. Je pense que Vladimir Poutine est en train de négocier et c'est comme cela qu'il négocie. Ses arguments s'appellent Kinjal, Iskander, Shahed et il les déroule jour après jour avec un message qu'il faut savoir lire parce qu'il y a une grammaire de la munition. Le message me paraît très clair. Soit l'Ukraine capitule et c'est le prix à payer pour avoir la paix, soit nous continuons. Et en l'occurrence, quand on dit que Donald Trump n'y comprend rien, je pense qu'il reçoit ce message 5 sur 5. Quand on lit les articles qui sont bien informés sur les coulisses de ce qui se passe à la Maison-Blanche, je fais référence notamment à un récent article de Politico, ils nous disent que Donald Trump veut que l'Ukraine capitule afin qu'il ait enfin ce qu'il cherche, c'est-à-dire un accord entre les Russes et les Ukrainiens. Ça se fera sur le dos des Ukrainiens et ce seront les Européens qui paieront. C'est ça le message de Donald Trump pour le moment en tous les cas, tel que je le comprends. Les Russes ont l'air de pouvoir continuer ad vitam aeternam. Regardez cette carte de drones et de missiles se dirigeant directement vers Kiev. C'est invraisemblable de voir toutes ces trajectoires-là. Pierre de Jong, quand on voit cette carte-là, on se dit que l'armement produit par les Russes peuvent leur permettre, tant que les Européens n'ont pas une sorte de réveil pour se dire que réellement il se passe ça presque un jour sur 2 en Ukraine, tant qu'il n'y aura pas les armes pour contrer cela, les Russes peuvent continuer de cette manière-là. Il y a eu 2 armées russes. L'armée russe de 2022 qui s'est pris une énorme claque en rentrant en Ukraine, et là, ça a duré jusqu'en octobre-novembre 2022, quand les Russes quittent Kherson et quittent Kharkiv. À ce moment-là, bon, là, c'est un peu la débandade. En fait, Prigojine arrive, et puis les Ukrainiens, on la lance. C'est là qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Mais cette armée a compris, je veux dire que les Russes ils sont pas débiles, et donc en fait, ils sont arrêtés sur une ligne. Les Ukrainiens se sont usés à Bakhmout pendant à peu près 6 mois, jusqu'au mois de mai 2023. Et à partir de là, les Russes ont construit une ligne. Ils ont fait une ligne Maginot, ils ont construit des trucs, etc. Et à partir de là, ils ont dit on a compris, on bétonne. Et en fait, ils se sont recréés une armée. Parce que Belousov, le nouveau ministre de la Défense, c'est un administratif, c'est un industriel, c'est un financier. C'est pas Shoigu qui connaît rien du tout et qui était un combattant quelque part, même si c'était pas un combattant. On va dire qu'il était plutôt un opérationnel. Shoigu, c'est un méthodique. Shoigu, c'est l'homme qui a redronisé l'armée russe, par exemple. Donc cette industrie russe, elle s'est reculée vers l'est, en gros de 500 ou 1000 km, pour échapper aux drones, ce qui n'est pas tout à fait possible. Mais ils sont en train de faire ça, et puis ils ont une industrie. Premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie, elle n'est pas seule. Nous, on pense qu'elle est isolée. Mais c'est un rêve. Les Russes sont totalement connectés à l'Asie. C'est le travail que Poutine a fait quand il était Premier ministre. Il a passé son temps à se connecter. Rappelez-vous la création de l'OCS, l'Organisation de la coopération de Shanghai. C'était créé quand Poutine
Poutine était Premier ministre avec les Chinois. Donc en fait, il a une base arrière extrêmement sûre. Donc en fait, du point de vue industriel, il a tout ce qu'il veut. Je me rappelle les débats qu'on avait ici, on imaginait qu'il fabriquait des missiles avec des trucs, des machines à laver. Mais c'était un rêve qu'on se communiquait les uns les autres. Ça n'a vraiment aucun sens. Aujourd'hui, vous avez la Russie. C'est un pays qui est autant asiatique qu'européen. Ils sont au contact de l'Ukraine, qui est un petit pays. Il faut le reconnaître que c'est un petit pays et qui n'est pas tellement aidé, indéniablement. Le problème pour nous, encore une fois, est-ce que c'est existentiel ou pas ? Ça, j'ai pas la réponse, j'aimerais dire oui, mais je ne sais pas, je suis pas tout à fait sûr. Parce que si on était sûr, je pense que les Européens s'engageraient davantage. Mais on est peut-être dans une période, avec le général Burkhardt, son dernier discours, on est peut-être dans une période où en fait il y a une transition. Là, on prend conscience qu'il faut peut-être faire quelque chose. Les Ukrainiens sont d'ailleurs lucides sur le sujet, écoutez. J'ai entendu une forte explosion. Elle a touché la maison voisine, la porte m'est tombée sur la tête. C'est tout ce qui s'est passé. Tout l'appartement a été détruit. Honnêtement, cela ne m'était jamais arrivé. Ils ont attaqué si près de chez moi. En tout cas, tout le monde souffre maintenant. Cela touche toutes les régions. Comme nous pouvons le voir, les négociations n'ont encore rien donné. Malheureusement, les gens souffrent. Les négociations n'ont rien donné, les gens souffrent. Ça touche toutes les régions. Non seulement toutes les régions, mais Marion l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été visé notamment ? Un bâtiment du Conseil européen, European Council, du British Council et un bâtiment lié à l'Europe. Et il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, c'est une grande entreprise américaine dans l'extrême sud-ouest du pays, l'entreprise Flex, avec des investisseurs américains qui a été visée. Et j'en reviens à ce que je disais précédemment, ces messages adressés par Vladimir Poutine, ce sont d'abord les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui en payent le prix et qui les reçoivent, mais ils nous sont adressés à nous aussi. Vous pensez que c'est un accident, une pure coïncidence, que dans cette vague de frappe, les Britanniques soient visés ? Quels sont les deux pays et un bâtiment lié à l'Europe soit visé ? Quelles sont les institutions et les pays les plus en pointe, notamment sur les troupes de réassurance ? Ils veulent notamment terroriser, effectivement, surtout la France et la Grande-Bretagne. Je voulais juste rebondir tout à l'heure, vous disiez, oui, les Russes disent soit l'Ukraine capitule pour avoir la paix, sauf qu'on n'aura pas la paix, en fait. Il faut quand même on ne peut pas être aveugle. Et quand vous dites, est-ce que c'est existentiel ou pas, mais je pense que l'Europe de l'Est vous dira à 300% c'est existentiel, en fait. Et du coup, ça va venir dézinguer l'Europe, en fait. Si on n'est pas, nous, conscients, on peut avoir l'impression qu'on est un peu plus loin et que la guerre ne nous concernait pas, sauf que ça nous concerne, avec toutes les ingérences, cyber, les attaques, en fait. Ils sont en train de détruire. J'ai travaillé au Sahel pendant les années où la Russie est venue avec la propagande de faire en sorte que la France perde complètement ses positions en Afrique et tout. Donc on ne peut pas être naïf, en fait. C'est existentiel, c'est civilisationnel. Regardons justement ces images de ce bâtiment de la mission de l'Union européenne touché, mais également le British Council qu'on voit sur cet écran. Des images qui ont retenti évidemment du côté européen. Ursula von der Leyen a réagi, écoutez-la. Je suis indignée par l'attaque contre Kiev qui a également touché nos bureaux de l'Union européenne. Il s'agit de l'attaque de drones et de missiles la plus meurtrière contre la capitale depuis juillet. Et comme vous pouvez le voir derrière moi sur l'écran, cette attaque visait également notre délégation. Je viens de parler à notre ambassadeur adjoint et je suis soulagée qu'aucun membre de notre personnel n'ait été blessé. Cela montre que le Kremlin ne reculera devant rien pour terroriser l'Ukraine, tuant aveuglément des civils, hommes, femmes et enfants, en prenant même pour cible l'Union européenne. Vous savez, ce qui ne m'étonne plus, mais ce qui me révolte, c'est que aujourd'hui, il y a la partie britannique et la partie européenne qui s'est indignée de cette frappe. Mais ils ne font rien. La question, c'est le ciel de l'Ukraine doit être fermé par les... Vous trouvez qu'on est trop dans le déclaratif pour l'instant ? Vous avez même Trump. Trump a dit, il a publié dans son réseau social, Vladimir, arrête. Après, on lui a posé la question avant l'Alaska. Est-ce que vous pouvez obliger Poutine de l'arrêter de frapper les civils en Ukraine ? Il a dit non. Mais non, il ne voudra jamais. Mais depuis le début, c'est l'erreur qu'on fait. Il ne voudra jamais. C'est pas son il a écrit, Vladimir, arrête.
Vladimir, arrête. Parce que ça dérange. Ce que tu fais me dérange. Mais justement, mais n'arrête pas à cause des Ukrainiens. Le problème, c'est vraiment ça. C'est justement ça. Ouais. Il est tiraillé. Trump proposait, soi-disant, en fait, aider Poutine, et Poutine l'empêche, en fait, de l'aider. C'est ça qui dérangeait Trump. Il y a deux forces, en fait, qui s'exercent sur Donald Trump. Il y a la première, c'est qu'effectivement, il considère que stratégiquement, ce n'est pas à 330 millions d'Américains de protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes, que c'est une guerre civile entre cousins slaves orthodoxes et que ça ne le concerne pas. Il aimerait bien que ça s'arrête parce qu'il n'aime pas la guerre, il n'aime pas les massacres. Mais grosso modo, il a plus de choses à faire, il veut se concentrer sur l'Asie. Il l'a fait dire d'ailleurs par son secrétaire à la Défense. Et puis, il y a une autre chose, c'est sa femme. Et c'est les images de télé. Et sa femme, ça compte. Vous voyez ? Et le soir, elle lui dit, regarde, ton ami Poutine, voilà ce qu'il fait. Et il voit les images. Et ça le choque, Trump. Parce que les gens, vous savez, les leaders, Margot, ils ne sont pas que cynisme. Ils ont un côté humain, si vous voulez. Et je pense que Mélanie est très choquée. Vous pensez que Vladimir Poutine a un côté humain, Renaud Girard ? Sûrement, là, pour le moment, il semble assez froid, effectivement, mais il a sûrement, quelque part, un côté humain. Alors, il a eu une jeunesse très dure. Ses deux grands frères sont morts dans le siège de Leningrad, etc. Mais il a sûrement, quelque part, un côté humain. Mais je pense que Trump, en tout cas... Je pense que Trump n'est pas tout cynisme, et je pense qu'il est choqué par ces images, et c'est pour ça qu'il hésite, et c'est pour ça qu'il vient de dire, on aurait pu penser qu'il dit, bon, bah, je m'en lave les mains, et je laisse les Européens. N'hésitez pas, Comment ? Quand vous êtes choqué, vous n'hésitez pas. Si vous êtes choqué, si vous êtes heurté par ce que vous voyez, et je suis certain que vous l'êtes, vous n'hésitez pas sur le jugement moral que vous portez et les actions à entreprendre. Quand vous êtes le président du pays le plus puissant au monde, vous avez des outils, des leviers. Oui, mais les relations internationales, Gallagher, ne sont pas fondées sur des jugements moraux. La morale n'a absolument rien à voir avec les relations internationales. Les relations internationales sont un puzzle de rapports de force. Allez raconter ça aux chrétiens américains qui votent pour Trump. Alors, les chrétiens américains, effectivement, ça rejoint le début de notre conversation, ils considèrent, par exemple, ils ne sont pas pour le compromis en Palestine, parce qu'ils prennent la Bible au sens littéral, pas les catholiques français, mais je veux dire les évangéliques américains, et donc ils considèrent que c'est Dieu qui a donné toute la Palestine de la mer au Jourdain, et même un peu au-delà, aux Juifs, et que donc les Juifs doivent le garder. Pareillement, les musulmans islamistes, le Hamas, considèrent que c'était la terre de l'islam, Dar el-Islam, et que donc ça doit le rester. Il n'y a aucun compromis politique. Bon, revenons à l'Ukraine. Revenons à l'Ukraine. Je pense qu'il y a ce tiraillement en ce moment chez Trump. On ne sait pas très bien comment il va arbitrer. On ne sait pas s'il va laisser le renseignement aux Ukrainiens et laisser les Européens payer pour l'armement et le budget ukrainien, s'il ne va pas aller plus loin. Là, aujourd'hui, il a dit, ou hier, qu'il préparait des sanctions, un plan de sanctions, une guerre économique contre la Russie. C'est-à-dire qu'au début, il a proposé, lors de la première rencontre entre Witkoff... Dans 2 semaines, on verra. Voilà. Et puis il a proposé surtout, à un moment, par Witkoff interposé, il a proposé aux Russes une normalisation totale des relations économiques et politiques américaines. Et de faire un immense business ensemble sur le pétrole, l'Arctique, etc. Et ça, en fait, pour une raison que je ne comprends pas, Poutine n'a pas saisi cette offre en or au passage. Et alors, aujourd'hui, Trump nous a dit « je vais faire la guerre économique à la Russie ». Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais revenons aux Européens, parce que c'est eux qui ont été visés aujourd'hui. Très clairement, il y a un message de la part de Vladimir Poutine envoyé aux Européens. Et c'est pas le premier, parce qu'en fait, dès le début, parce qu'il nous mène la guerre. En fait, la France, c'est un pays qui est clairement indiqué comme un pays ennemi maintenant pour les Russes. Mais il n'y a pas que la France. Ils se sont moqués aussi de l'Estonie. Madame
Kaja Kallas, qui représente les relations internationales au niveau de l'UE, en fait, elle est visée en tant que personne. En fait, il y a eu des injures, des attaques personnelles, mais il y a aussi des pays. Ils ont fait des trucs dans la mer Baltique. Ils ont envoyé des espions partout, en Allemagne, chez nous en France, en Belgique, en Hollande, dans plusieurs pays. Et donc, en fait, ils sont dans la guerre, mais qu'est-ce qu'on attend tout le temps ? Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous ne voulons pas nous emmêler de ça. Et en même temps, le président Macron dit c'est existentiel pour l'Europe. Le danger de la Russie nous attend. Et en fait, je crois qu'on est perdu. Oui, mais est-ce que c'est assez pour les Européens pour réagir beaucoup plus durement ? Le problème, il faut que les Européens se soignent, comment dire, de cette mainmise américaine depuis 1945. C'est extrêmement difficile. On était dans le sillage depuis 80 ans. Et en fait, là... Qui était imposé et qui nous a arrangés. Oui, puis on était tous contents parce qu'on avait des budgets de la défense minimalistes, on avait un groupe européen américain. C'est fini. Et là, ça fait 2 ans que ça dure. Et en fait, il faut se déshabituer de ça. 3 ans et demi. Et pour les Européens, c'est extrêmement difficile parce qu'on avait un système qui était routinier, ça fonctionnait bien. Et d'un coup, on dit on est abandonné, on est un peu orphelin. Et moi, je suis certain que Poutine ne fera rien. La seule chose qui fera intervenir Trump, je veux dire ce que c'est l'erreur de Pearl Harbor que les Japonais ont fait. C'est que si les intérêts américains sont attaqués quelque part physiquement. Mais attendez, il y a une usine qui a été attaquée en Ukraine. C'est ce que j'en ai c'est en Ukraine, avec les Ukrainiens. Tant que nous, en Europe, on aura autour de ce plateau, on sera en train de parler, de chercher l'humanité de Poutine, on est mal barré. Je suis désolée, en fait. Je pense qu'on est dans un piège mental et on se laisse entraîner et on reste dans ce piège mental. Juste, quelle humanité ? C'est un barbare, en fait. C'est un criminel de guerre. Sa place, c'est à Hague. C'est tout simplement, on ne peut pas... il est responsable des centaines de milliers de victimes, en fait. Donc, je ne peux pas entendre parler de l'humanité. Je voulais juste dire un point à souligner. Je pense qu'on est dans un piège mental parce que tant qu'on ne changera pas de paradigme pour dire qu'il faut que la Russie, si on veut que cette menace pour nous en Europe disparaisse, il faut que la Russie perde cette guerre et ne pas se laisser entraîner dans le piège mental que la Russie étant une puissance nucléaire, elle ne peut pas perdre la guerre. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de pays puissance nucléaire qui n'existaient pas aujourd'hui sur la carte du monde, l'ex-URSS ? Est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire des pays puissance nucléaire qui ont perdu des guerres ? En Algérie, on avait la bombe nucléaire. Au Vietnam, les Américains avaient la puissance nucléaire. Ils étaient déjà puissance nucléaire. Et donc, ça, c'est un piège mental qui nous mène droit au but. Mais quel est le coût de l'inaction, en fait ? C'est-à-dire, quel est le coût de si on laisse détruire notre démocratie, notre civilisation européenne ? Je pense qu'il faut quand même qu'on soit beaucoup plus courageux et beaucoup plus lucide quand on voit ce qu'on a au Kremlin. C'est des barbares et des criminels. Surtout que Dmitri Peskov dit ce soir qu'il compte continuer ses frappes, que la Russie compte continuer. L'opération militaire spéciale se poursuit. Les forces armées russes s'acquittent également de leurs tâches. Comme indiqué, ils continuent de toucher des cibles militaires. Les frappes ont été efficaces. Les cibles ont été détruites. Parallèlement, la Russie maintient son intérêt à poursuivre le processus de négociation afin d'atteindre les objectifs fixés par des moyens politiques et diplomatiques. Des frappes efficaces. Efficaces sont réussies. Ça veut dire, en gros, non seulement ils frappent les intérêts, mais en plus ils revendiquent ça. Ils ne disent pas, excusez-nous, c'est trompé, c'est peut-être un missile qui a été dirigé ailleurs, et par hasard, il est tombé sur ce bâtiment. Non, ils revendiquent ça. Et donc, en fait, ils nous cherchent. Mais parce qu'ils se sent immunisés par Donald Trump et protégés par Donald Trump. Et là, en fait, on est dans une partie où tout repose sur Donald Trump et les Européens sont paralysés parce qu'ils attendent la garantie américaine. Ils essayent de ne pas froisser Donald Trump pour que les Américains viennent en backstage, en renfort, en filet de sécurité derrière une éventuelle force de réassurance. Et Vladimir Poutine, lui, voit très bien que Donald Trump, comme disait Renaud, est déchiré, c'est-à-dire qu'au fond, déchiré entre guillemets, c'est-à-dire qu'au fond, il voudrait que la guerre s'arrête. Il a tout à fait les moyens de faire la paix. Il suffirait, c'est très simple, c'est là qu'il n'est pas cohérent, Donald Trump, avec son objectif, c'est qu'il a tout à fait les moyens de faire la paix. Il pourrait dire à Poutine, je double mon aide militaire à l'Ukraine, je double les sanctions, et il n'y a plus de guerre, et la guerre s'arrête. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il est justement tiraillé par un besoin, l'envie délirante et dévorante de faire du business avec la Russie. Donc en fait, il voudrait que cette guerre s'arrête, ne plus en entendre parler. Et on en assiste à une espèce de partie grotesque, où il y a d'un côté Poutine qui se sent les mains totalement libres, parce que finalement, Trump est manipulé
manipulé par lui, fasciné par lui, et que lui, le vieux KGBiste, il a réussi à l'embobiner complètement et sait qu'il le tient par la barbichette avec la perspective d'un business possible et d'une Trump Tower à Moscou. Et de l'autre côté, il y a les Européens qui sont dans une partie à trop long terme pour pouvoir agir dans l'immédiat, c'est-à-dire qui sont attaqués. Les mots d'Ursula von der Leyen disent oui, la mission, le siège de l'Union européenne a été bombardé. C'est contraire, d'ailleurs, c'est une violation de la Convention de Vienne qui vise à préserver les bâtiments diplomatiques. Mais ça, Poutine sait très bien. Il renvoie un message à la guerre des Balkans et à l'attaque de l'OTAN involontaire sur l'ambassade de Chine à Belgrade. Donc c'est l'air de dire, vous voyez, vous aussi, vous aviez attaqué. Poutine adore faire ce genre de parallèle pour mettre en accusation les forces de l'OTAN et les forces américaines. Et donc les Européens n'ont pas les moyens de s'émanciper des États-Unis aujourd'hui. Ils ont besoin de Trump qui leur fait miroiter. Ils ont des moyens, ils ne veulent pas. Ils sont là en réassurance hypothétique et ils ont besoin que Donald Trump ne s'oppose pas à un filet de sécurité, à une réassurance hypothétique dans un cessez-le-feu et un traité de paix qui n'arrive pas. Donc en fait, tout le monde est totalement en décalage.